Bonjour, je suis Milo de Metadoxa, la chaîne qui vous explique en détail pourquoi rien de ce qu'elle dit n'est vrai. Dans cette vidéo, nous allons parler du sophisme de l'appel à l'autorité et de pourquoi est-ce qu'en réalité il ne peut pas y avoir vraiment de pensée sans se référer à une autorité à un moment ou à un autre. Peut-être que si, mais en fait non. Enfin, c'est compliqué, vous allez voir. Je tiens à préciser dans quelle démarche je fais cette série. Je suis pas un adversaire de la zététique, je tiens pas à débunker la zététique, d'ailleurs le principe du debunk a plus tellement de sens pour moi aujourd'hui. J'ai beaucoup d'estime pour la zététique, j'ai découvert ça avec La Tronche en biais, puis Hygiène mentale, ça fait déjà bien 7-8 ans. Ça a beaucoup élargi mon champ de compréhension, j'ai vraiment mis à comprendre des choses que je comprenais pas avant, j'ai compris concrètement comment marchait la démarche scientifique, parce que la science, on m'en parlait depuis que j'étais tout petit, mais concrètement, je savais pas exactement comment les scientifiques procédaient pour affirmer telle ou telle chose, ou pour faire telle ou telle découverte. Et vraiment, j'ai commencé à comprendre un peu comment ça se passait concrètement dans la méthode en elle-même. J'ai vraiment compris la méthodologie, pourquoi elle était comme ça et tout. Donc je suis absolument pas un adversaire de la zététique. Par contre, zététique, il ne faut pas confondre avec la démarche scientifique elle-même, puisque la zététique se fait une vulgarisation et une méthode et une approche. Mais bref, ce que je veux montrer, c'est que comme tout système conceptuel, c'est un système qui a des limites. Et ce que je veux dire aussi, c'est que si on ne voit pas ces limites et même qu'on refuse la possibilité que ce système conceptuel puisse avoir des limites, c'est qu'à un moment on en fait un absolu. Donc, pour toutes les personnes qui pourraient être un peu rebutées par ma démarche ou par ce que je vais dire, j'ai envie de leur dire, si vous envisagez pas la possibilité que votre système conceptuel puisse avoir des limites, c'est qu'à un endroit vous êtes dans une démarche dogmatique. Et même ça, c'est pas forcément un problème, mais c'est déjà bien, si on se prétend rationnel, d'essayer de poser de la conscience à cet endroit-là. Dans ce format, je pense que ce que je vais généralement faire, c'est découper mon propos en 3 parties. C'est-à-dire d'abord présenter une approche, disons, pré-moderne du sujet que je veux traiter, expliquer pourquoi est-ce que l'approche moderne vient résoudre un problème que posait l'approche pré-moderne, et après, montrer en quoi l'approche moderne a elle-même des limites, pose elle-même un certain nombre de problèmes, et en quoi une approche que je qualifierais de post-moderne vient apporter un nouvel éclairage par rapport à l'approche moderne. Et l'idée, c'est de montrer justement qu'il y a une continuité entre ces 3 approches, et que la pensée moderne, ou nous pourrions dire la pensée rationnelle, n'est pas l'horizon indépassable de tout. Concernant la notion d'appel à l'autorité, d'où vient-elle, et qu'est-ce que les zététiciens essayent de mettre en évidence quand ils expliquent les problèmes avec cet argument dit fallacieux? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la démarche sceptique n'apparaît pas d'elle-même. C'est quelque chose qui a une date dans l'histoire. Il y a eu une période où, pour ainsi dire, l'humanité n'avait pas découvert ce que c'était, puis il y a eu une période où elle l'a découvert. Alors, on situe généralement ça autour de la Renaissance, donc certains diront 1700, 1600, possiblement même 1500. Dans une certaine mesure, Léonard de Vinci y avait probablement déjà accès, mais j'ai pas étudié ses travaux plus que ça. Et donc c'est une démarche en fait qui vient en opposition à une vision du monde qui a eu cours depuis, disons, environ 5000 ans. On pourrait citer le début de cette vision vers le début de la civilisation égyptienne, de ce qu'on en sait. Et donc c'est une vision donc, très moderne, qu'on pourrait qualifier de plus dogmatique, où il y a l'idée d'une forme de transcendance, de vision absolue, que tout le monde doit suivre et qui est en quelque sorte universelle. Ce champ conceptuel qui précède la pensée moderne, on pourrait voir ça comme les tout débuts de l'universalisme. Ce système universaliste lui-même est l'aboutissement d'autres systèmes qui existaient encore auparavant, mais je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Mais en fait,
A priori, il n'y a pas de grande civilisation, c'est-à-dire des civilisations de plusieurs millions d'habitants, avec une certaine forme de stabilité, de hiérarchie et surtout de paix sociale, avant le développement de ce système conceptuel-là, basé sur une transcendance et une vérité immanente, dirions-nous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une vision pré-moderne, l'argument d'autorité est vraiment pertinent, mais au premier degré. C'est-à-dire que si vous avez une conversation, un débat avec quelqu'un de dogmatique qui n'a pas accès à une vision moderne du monde, à un moment, il risque d'y avoir une forme de dialogue de sourds, c'est-à-dire que si vous essayez de lui expliquer le principe de l'argument d'autorité, et que c'est pas parce que un tel l'a dit que c'est nécessairement vrai, il y a quelque chose qui va pas connecter, parce que la personne va être même pas capable de conceptualiser la chose, puisque pour elle, si elle estime l'autorité légitime et que l'autorité a dit quelque chose, c'est que c'est vrai, point barre. Et dans une vision du monde et dans des structures sociales où les choses sont très pyramidales, très organisées, très, très stables dans le temps, où il y a peu de changements, où pour monter dans la hiérarchie, soit c'est à peu près impossible, dans certains cas, soit c'est possible, mais ça demande de passer par tout un parcours qui est long, qui est fastidieux, et surtout qui a été pré-pensé à l'avance, et où il est à peu près impossible de sauter les étapes. Ce genre de sociétés sont très stables, et on peut retrouver ce genre de structure sociale, y compris dans la structure familiale. C'est-à-dire que dans la famille traditionnelle, l'homme a un rôle, la femme a un rôle, les enfants ont un rôle. C'est là qu'on va retrouver la notion de pater familia. Et notamment, il y a cette idée qu'en fait, les enfants n'ont pas à discuter la parole des adultes. C'est quelque chose qui est très important dans l'éducation traditionnelle. Et l'idée derrière, c'est que en fait, face aux enfants, s'il y a une discussion entre un enfant et un adulte, l'adulte a raison de par le simple fait qu'il est un adulte. C'est-à-dire que c'est même pas parce qu'il a des meilleurs arguments. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me frustrait beaucoup quand j'étais enfant, mais non, il faut bien comprendre que c'est son statut qui crée sa légitimité, tout simplement. Alors que dans des visions plus modernes, on va commencer à se dire que oui, mais peut-être que parfois, l'adulte, machin, il y a l'adulte en raison, peut-être que la parole de l'enfant peut aussi avoir une importance dans certains cas, mais voilà, dans une pensée traditionnelle pré-moderne, ce n'est pas possible. Ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Dans ce type de système, il y aura toujours une forme d'autorité transcendante qui fera office d'absolu moral et de vérité révélée en quelque sorte. Donc généralement, c'est quelque chose qui va être apporté par la religion, mais dans certains systèmes plus modernes, ça peut aussi être apporté par l'État. Donc dans la religion, par exemple, il y a le livre de référence, généralement un seul livre ou un recueil de livres qui fait partie du même ensemble, qui apporte la vérité révélée, la morale qu'il faut suivre. Et c'est généralement un texte qui demande un certain niveau de compétence pour être interprété, et il y a tout un ensemble de personnes qui, dans la hiérarchie sociale, ont pour rôle justement d'interpréter ces textes, de vérifier leur bonne application, et qui se structure aussi selon un système pyramidal hiérarchique. C'est pour ça d'ailleurs que Martin Luther, le père du protestantisme, était déjà était dans une démarche assez révolutionnaire en réalité pour son époque, quand il proposait qu'avec les progrès de l'imprimerie, la Bible puisse être éditée dans le langage commun, donc c'est-à-dire pas en latin, puisque la Bible était lue que en latin jusque-là, et que chacun en fait puisse librement lire les textes et se faire sa propre opinion et interpréter les textes selon lui-même, et soit dans une forme de rapport direct entre lui et Dieu, sans devoir passer nécessairement par l'Église qui avait pour tâche d'interpréter. Ça, c'était assez révolutionnaire déjà. On pourrait même peut-être y voir une début d'une forme d'approche moderne de la connaissance. Donc voilà, dans une approche pré-moderne du monde, si tu veux juger de si quelque chose est pertinent ou pas, si quelque chose est vrai ou non, tout simplement, tu regardes qui a dit cette chose, et selon le statut social et l'ordre hiérarchique de la personne, tu peux déterminer si c'est valable ou si tu peux le rejeter. Ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que c'est une façon de penser qui possède un certain nombre de gros avantages, en fait, et y compris sur la méthode rationnelle. Le plus gros avantage de tous, voire quasiment le seul, mais en fait il est tellement énorme qu'il justifie la persistance de ce système encore aujourd'hui chez beaucoup de personnes, c'est que ça permet
un énorme confort cognitif et une énorme économie cognitive en réalité. C'est-à-dire que c'est compliqué en fait d'être rationnel, d'utiliser sa pensée critique. Il faut se renseigner sur les choses. Souvent, il faut se former, ça prend du temps. Il faut croiser les sources. Il faut faire beaucoup de recherches. Il faut apprendre un certain nombre de méthodes qui généralement sont contre-intuitives et c'est quelque chose qui est très naturel en fait pour le cerveau. C'est pour ça que c'est quelque chose qui demande un apprentissage assez difficile pour beaucoup de gens. Et oui, en fait, quand vous avez simplement à voir qui dit les choses et à juger, oui, bah lui, il est crédible, donc je peux le croire, bah, vous gagnez beaucoup de temps, et en réalité, dans la plupart des situations, ça fonctionne très bien. Dans la plupart des situations seulement, mais ça fonctionne, disons, d'une façon suffisamment régulière pour qu'on puisse bâtir des civilisations autour de ça. Faut se rendre compte rien d'un truc, c'est qu'en fait, le fait d'avoir quasiment toute une population qui sait lire et écrire, c'est un truc qui a à peine plus d'un siècle, et qui est un truc de pays riche. Pendant très 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 longtemps, c'était pas du tout le cas, et donc déjà, quand on a une population qui n'a pas un niveau d'éducation suffisant, il y a un moment, c'est compliqué pour que tout le monde puisse avoir accès à une pensée rationnelle et puisse aller creuser les choses par lui-même. Je dirais même que si on a une vision évolutionniste du monde, au sens de la théorie de l'évolution, hein, véritablement, c'est-à-dire que y a des stratégies émergentes qui apparaissent et qui sont plus performantes que d'autres et donc qui remplacent les anciennes et que ces stratégies se renforcent si elles sont efficaces et viables dans un certain milieu, enfin tout ce qui relève de la théorie de l'évolution. Un système qui a été aussi présent sur la planète sous différentes formes pendant aussi longtemps, c'est qu'à un moment, malgré ses absurdités réelles ou prétendues, il doit véritablement apporter quelque chose pour qu'il persiste. Ça, si on croit à ce principe évolutif, je pense qu'à un endroit, on est plus ou moins obligé de le reconnaître. Par contre, dans une approche moderne du monde, ce genre de choses, ça ne passe plus en fait, parce que déjà, comment est-ce qu'on est vraiment sûr que l'autorité a bien la compétence qu'elle prétend avoir et comment est-ce qu'on peut être sûr que, ne serait-ce que sur tel ou tel point, elle va pas se tromper. Et surtout, bah, si jamais l'autorité se trompe, qu'est-ce qu'on fait quoi si tout le monde suit l'autorité et qu'elle nous envoie dans un désastre, les choses risquent de mal se passer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à demander des éléments probants, des preuves. On va se servir beaucoup plus de la logique, en particulier de la logique des concepts, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des contradictions au sein même de l'argumentaire ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et surtout, il faut que les choses qui sont dites puissent, si quelqu'un a envie, être vérifiées par l'expérience. Donc, c'est-à-dire que déjà, dans la façon dont les choses sont présentées, il faut qu'il puisse y avoir un moyen de vérifier. Et d'ailleurs, généralement, quand quelque chose est impossible à vérifier de par la façon même dont l'idée est structurée, c'est ce que Popper va appeler un propos infalsifiable. C'est pas quelque chose que je vais développer maintenant, mais vous pouvez trouver ça sur d'autres chaînes ou sur Internet sans problème. L'infalsifiabilité, c'est justement quand un propos ne possède pas dans son axiomatique, dans ce qu'il est en tant que propos, la possibilité d'être testé. Donc dans une approche moderne, il faut qu'on puisse toujours trouver un moyen de vérifier si ça tient la route. Donc c'est pour ça que si dans un débat, quelqu'un, à un moment, justifie une affirmation uniquement par le fait qu'une certaine autorité dit la même chose, pour le zététicien, pour le rationaliste en général, ça ne tient pas, ce n'est pas possible. Parce que c'est quelque chose qui ne relève pas d'une argumentation, d'une pensée pondérée, d'une pensée réfléchie, c'est quelque chose qui relève d'une forme de pensée sociale. C'est parce que émotionnellement, je pense que, ou parce que mon groupe d'appartenance ou la société pense que telle personne a un propos valable, quoi que dira cette personne sera considéré comme valable. Et ça, bah, ça ne tient pas la route sur le plan rationnel. Je peux avoir l'air comme ça de dire des choses qui sont simples, voire un peu bébêtes, mais en fait, mon but, c'est surtout d'expliquer en quoi les perspectives sont différentes et en quoi à un endroit les perspectives ne se rejoignent pas.
En sachant aussi qu'a priori, toute personne ayant accès à une pensée moderne a d'abord eu accès à une pensée prémoderne. Donc ce qui veut dire que tous là qui regardez cette vidéo, à un moment ou un autre, dans votre vie, vous avez manifesté certaines formes, il peut y avoir des manifestations très variées, hein, mais certaines formes de la pensée prémoderne. Donc si vous avez du mal à vous relier à la façon de penser de ces gens, creusez dans votre histoire personnelle et vous devriez trouver. Dans la pensée moderne, il va y avoir un remplacement de l'autorité par la compétence. C'est la compétence qui va te permettre d'avoir une autorité, et non pas l'autorité qui justifie ta compétence. Et ça, c'est très important. Parce que ce qu'on va voir, c'est est-ce que concrètement, une personne qui affirme des choses, est-ce qu'au minimum, elle a montré être compétente sur le sujet par des faits matériels, vérifiables, testables? Qu'est-ce qu'elle a accompli concrètement? Par contre, le problème de la compétence, c'est qu'elle est très inégalement répartie. Donc, on va se retrouver dans une situation où, par exemple, on va se demander, est-ce que l'avis d'une personne qui a montré aucune forme d'expertise sur la médecine est aussi pertinente pour s'exprimer sur des sujets médicaux qu'un médecin qui a 30 ans d'expérience dans le métier, éventuellement qui a fait de la recherche et qui a fait peut-être 8 voire 10 ans d'études, et donc qui a tout un vécu et tout un palmarès qui permet de penser, disons, qu'il a un point de vue réellement dense et complexe sur la question. Et c'est là où, en fait, chez les zététiciens, il risque de commencer à y avoir une forme de double discours, c'est-à-dire qu'il y a une forme de retour de l'argument d'autorité par la porte de derrière. Sauf que, après, c'est pas exactement le même argument d'autorité, c'est-à-dire que c'est un argument d'autorité, comme je dis, qui est basé sur la compétence et non uniquement sur la position sociale et sur une forme d'autorité préétablie. Donc c'est un peu différent, mais c'est différent et pareil en même temps. C'est-à-dire que vu que la compétence est inégalement répartie, vu qu'on ne peut pas être compétent dans tous les domaines, eh ben, sachant que j'ai pas forcément ni le temps ni le talent pour devenir expert dans des dizaines de sujets différents, eh ben, je vais me trouver quelqu'un qui est expert dans le domaine, que je vais voir effectivement comme une forme de figure d'autorité, et à cette personne-là, je vais accorder plus de crédit, parce que à un moment, c'est juste plus pratique et plus efficace à l'endroit de faire de cette façon-là. D'ailleurs, là où ça peut devenir très vicieux, c'est qu'en fait, dans des débats argumentaires, par exemple, argumentatifs, ça va être assez courant de voir des gens qui vont jouer un peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire que quand ils sont d'accord avec le propos, bah, finalement, la logique interne du propos se suffit à elle-même, et quand ils sont pas d'accord avec le propos, la question de l'autorité de la personne qui émet le propos va se poser d'une manière beaucoup plus concrète. Et ça peut être très subtil, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est fait consciemment. D'ailleurs, en général, ce n'est pas fait consciemment, justement. Et en fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient énormément de mal à voir cette forme de double standard se jouer chez elles-mêmes. Du coup, en fait, dans la plupart des présentations rationalistes zététiciennes de ce que c'est que l'argument d'autorité, il y a l'idée, en fait, que l'argument d'autorité ne serait pas à bannir dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, en soi et pour soi, mais surtout qu'il s'agirait de distinguer les vraies autorités des fausses autorités. Et il y a une forme de démarche rationnelle quelque part derrière, c'est-à-dire que, par exemple, on va prendre Stephen Hawking, paix à son âme, il nous a quittés il y a pas très longtemps. C'est quelqu'un qui est une très grosse autorité dans le domaine de la physique fondamentale et de l'astrophysique. Donc là, effectivement, quand Stephen Hawking dit quelque chose sur ce sujet en particulier, t'as intérêt à arriver avec des arguments béton si tu veux le contredire. Par contre, si Stephen Hawking s'exprime sur des sujets, disons, politiques ou philosophiques, comme il a déjà pu le faire d'ailleurs, là, tout de suite, on va considérer qu'il représente beaucoup moins une autorité, et que c'est même un argument d'autorité, en fait, d'utiliser Stephen Hawking sur des sujets philosophiques.
Il est bon de garder en tête ce que Lay appelait à juste titre le principe de division des expertises. Stephen Hawking reste avant tout un physicien, un très grand physicien, mais donc sa véritable expertise réside avant tout dans des questions de physique. Quand Stephen Hawking reproche aux philosophes de n'avoir pas suivi les développements modernes des sciences, il montre surtout que lui n'a pas suivi les développements modernes de la philosophie des sciences. En l'état, ses excursions en épistémologie et philosophie des sciences, quoique stimulantes pour un lecteur qui découvrirait le sujet, elles restent en fait assez anecdotiques et même parfois maladroite aux yeux d'un lecteur familier de ces domaines. Vous avez d'ailleurs un phénomène qui existe depuis un bon petit moment sur les réseaux sociaux, c'est les images comme ça avec des citations de personnes connues, et il y a énormément de citations d'Albert Einstein, certaines réelles, d'autres plus ou moins inventées, on pourrait dire, et où on le fait s'exprimer sur tout un tas de sujets qui au fond n'ont pas grand chose à voir avec ses domaines de compétences. Et ça, c'est un bon exemple d'argument d'autorité où on va se servir de l'aura d'une personne comme étant une sachante et tout, pour appuyer des arguments sur tout un tas de sujets qui n'ont rien à voir avec son domaine de compétences. En fait, à un endroit, les bons et les mauvais arguments d'autorité, c'est un peu comme les bons et les mauvais chasseurs, quelque part. Il y a l'argument d'autorité, voilà, c'est un bon argument d'autorité, parce que, il y a quelqu'un qui l'exprime, du coup, on croit cette personne, mais c'est une bonne autorité, donc c'est un bon argument d'autorité. Le mauvais argument d'autorité, c'est on croit quelqu'un, mais en fait, c'est pas une bonne autorité, donc c'est un mauvais argument d'autorité. Bon. Voilà. Après, d'un certain point de vue, il y a quelque chose qui fonctionne mieux qu'une posture dogmatique, d'un autre point de vue, c'est un peu la même chose quand même. En fait, le point précis sur lequel vont s'arrêter à peu près tous les zététiciens, c'est sur la question de savoir quelle est la compétence qui permet de juger de la compétence. C'est un côté circulaire, en fait. C'est comment est-ce qu'on fait pour savoir qui est compétent. Et c'est là où, en fait, il y a des méthodes, mais quand on creuse un tout petit peu, on se rend compte que il va se rejouer par la porte de derrière une forme de pensée sociale qu'on essayait justement de mettre de côté. En fait, elle revient. Parce que les personnes qu'on va juger comme compétentes, c'est les personnes qui ont été approuvées comme étant compétentes par les institutions, par la société. Ce sont les scientifiques, les universitaires, les gens qui ont cette aura de crédit. Peut-être une aura qu'on va leur attribuer via des méthodes un peu plus pragmatiques et un peu plus solides et moins dogmatiques que ce qui se faisait avant, mais encore que. Et en fait, si ça se trouve, votre concierge est une experte incroyable en astrophysique, parce qu'elle se passionne pour le sujet depuis 40 ans et elle est très intelligente et brillante, mais si elle n'a pas fait de carrière universitaire et si elle n'a pas publié dans des journaux à comité de lecture, est-ce que beaucoup de gens accorderont du crédit à ce qu'elle dit, tout rationnel qu'il soit? Moi je dis, il y a peu de chance. Après, il y a aussi quelque chose qui va être dit par les esthéticiens, et c'est tout à leur honneur, hein, vraiment, c'est que la parole d'une seule personne, même très compétente, même très reconnue, n'est pas forcément suffisante en elle-même. C'est pour ça qu'à un moment, il va y avoir l'idée de ne pas s'appuyer sur une seule personne qui aurait dit que, mais de s'appuyer sur un ensemble de personnes considérées comme ayant une pensée valable, disons. Donc, au lieu de se baser sur la parole d'un expert et d'un scientifique, on va se baser sur la parole de plusieurs experts, plusieurs scientifiques, et c'est là, en fait, que va émerger la notion de consensus scientifique. Sachant que l'idée, c'est que si plein de scientifiques qui sont tous très compétents et qui ont tous bossé, s'ils tombent globalement tous d'accord sur un sujet, c'est que vraiment, le niveau de fiabilité de ce qu'ils disent doit être très élevé. Y compris s'il y a un hurluberlu qui, pour une raison ou pour une autre, quand bien même il aurait des diplômes et tout, et il aurait fait de la recherche, aura un avis radicalement opposé. D'ailleurs, il existe un concept qui a pour but de désigner justement des experts qui déconnent, en gros. C'est ce qu'on appelle la maladie du Nobel, par exemple. Beaucoup de gens ont dit que Gilbert Montagnier, qui a obtenu le prix Nobel, je crois que c'était des recherches par rapport au sida, voilà. Gilbert Montagnier, il est accusé d'être touché par la maladie du Nobel. Bon, lui aussi, il nous a quittés il y a pas très longtemps, et à son âme encore une fois.
Et voilà, Gilbert Montagnier a dit un certain nombre de choses, par exemple sur la mémoire de l'eau, qui est une notion qui est extrêmement contestée, du peu que j'en sais, c'est pas du tout quelque chose que j'ai creusé, mais a priori, c'est une théorie qui a très peu de crédit dans le milieu scientifique actuellement, et donc Gilbert Montagnier aurait été victime de la maladie du Nobel, des personnes qui, après avoir eu un prix Nobel, se mettraient à avoir des propos très étonnants, très peu scientifiques sur un certain nombre de sujets. Alors il y a des gens qui interprètent ça comme étant un excès d'arrogance qui serait notamment dû au fait d'avoir obtenu un prix. Voilà, moi j'y vois aussi beaucoup une façon d'éviter de se remettre en question au-delà d'un certain point quand ce qui est présenté est trop déconnant, y compris quand ça vient d'une personne qui a beaucoup de crédit. Mais bon. Voilà, c'est la maladie du Nobel, c'est une notion qui a été créée justement pour désigner le fait que il faut pas trop croire une personne, y compris si elle a beaucoup de crédibilité, qu'il faut plus se référer à, à un ensemble de personnes, une forme de consensus. Le truc, c'est qu'en fait, se baser sur le groupe plutôt que l'individu pour estimer ce qui est valable ou pas, ça contrecarre un certain nombre de biais, mais ça va en créer d'autres aussi. Parce que du coup, on va commencer à tomber sur tous les phénomènes qui sont liés à la psychologie sociale. C'est-à-dire qu'on sait très bien, par exemple, que y a l'expérience de H qui est généralement apprise dans les premières années d'études en psychosociologie. L'expérience de H, c'est quoi? C'est on met des gens autour d'une table et on leur montre des barres de différentes longueurs. Et en fait, il y a une barre type d'une certaine longueur et il y a des barres A, B et C. Et les personnes qui sont testées doivent dire quelle est de la barre A, B ou C la barre qui est de la même longueur que la barre de référence. Only one of the people in the group is a real subject, the fifth person with the white t-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. But on the third trial, something happens. 2, 2, 2, 2, 2. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. Ash found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. But he found through interviews that they went along with the group for different reasons. 1. They must be right. There are 4 of them and 1 of me. 1. This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. I know they're wrong, but why should I make waves? 2. In this case, the subject knows he is right, but goes along to avoid the discomfort of disagreeing with the group. Here, the distortion is at the level of his response. 2. 2. 2. 2. Dans certains cas, je sais plus c'est combien, c'est peut-être dans 20% des cas, quelque chose comme ça, la personne est tellement affectée par la pression du groupe qu'elle arrive à se convaincre elle-même que c'est réellement ce qu'elle pense personnellement. C'est-à-dire qu'il y a une forme de phénomène d'auto-hypnose où en fait la personne arrive à voir la barre de la bonne taille alors qu'elle n'est pas de la bonne taille. C'est quelque chose qui est puissant et a priori le milieu scientifique n'est absolument pas prémuni contre ce genre de billets de groupe et de phénomènes de psychologie sociale. Le monde de la recherche, c'est pas supposé être un truc de rigolo, quoi. Donc, quand tu es chercheur, quand tu as acquis une certaine crédibilité, que tu as eu un certain nombre de citations et que ton but, en fait, c'est de rester crédible dans le milieu, simplement pour pouvoir continuer ta carrière et gagner ta vie, parce que chercheur, c'est un métier, et concrètement, si la carrière d'un chercheur est mise en danger, peut-être qu'il va commencer à avoir des gros problèmes financiers.
En fait, il y a une forte pression autour du fait de... faut pas qu'à un moment, les gens pensent que je suis un rigolo ou un charlatan. Et c'est pas évident de commencer à défendre des positions qui sont très fortement minoritaires. Enfin, beaucoup diront que c'est normal et je peux le comprendre, mais mettons qu'on est chercheur et que en fait on est persuadé intimement que je dis une bêtise, hein, que la Terre est plate, quand bien même on aurait possiblement de très bons arguments pour le défendre, est-ce que c'est même simplement possible? Est-ce qu'on va avoir envie de prendre le risque? Alors après, il y a plein de raisons scientifiques parfaitement valables qui justifient que l'hypothèse n'est pas du tout considérée dans le champ scientifique, mais faut bien avoir conscience que, en fait, à un endroit, on peut pas se permettre simplement de se poser la question sur n'importe quel sujet quand on est dans le domaine de la recherche. Et donc c'est bien qu'à un endroit, il y a un phénomène de psychologie de groupe. En fait, cette critique, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, c'est simplement ce que dans la pensée de la postmodernité en général, on va appeler les problèmes systémiques. C'est-à-dire que toute pensée rationnelle s'inscrit dans un système donné, et ce système donné, il est sujet au biais de la psychologie sociale, il est sujet au biais d'induction lié à son histoire, à l'histoire des idées, il est lié aux biais liés à sa culture, en fait, il est lié à tout un certain nombre de biais qui finalement façonnent un cadre, et ce cadre possède des angles morts. Et donc c'est là où, en fait, les penseurs de la postmodernité vont dire qu'il y a un certain nombre de biais systémiques. Alors après, ça donnait la notion de racisme systémique, mais ça c'est pas quelque chose que je vais développer maintenant. Et à mon avis, beaucoup de gens en parlent, et c'est déjà une forme de déviation de ce que supposait être la pensée de la postmodernité. Et voilà, l'analyse systémique relève d'un cadre plus englobant où on va essayer quelque part de faire un endroit de la sociologie de la science, c'est-à-dire analyser les phénomènes sociaux sur la façon dont on fait de la science, dont on fait de la rationalité, dont on considère ce qui relève de la raison ou non. C'est là où en fait il y a un niveau méta supplémentaire. C'est le fameux méta là, de Métadoxa. Il y a une approche critique sur l'approche critique. Par rapport à la maladie du Nobel, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un endroit où en fait peu importe la personne qui dit quelque chose, il y a une forme de préjugé, de jugement préconçu sur ce qui relève de quelque chose de scientifique et de raisonnable, de ce qui relève de quelque chose d'irrationnel, farfelu, dogmatique et tout. Et c'est quelque chose qui finalement ouais, c'est indépendant et de la personne qui le dit, et même à la limite du raisonnement, il y a une forme de... Il y a un endroit où... non, je vais pas aller là, quoi. C'est terre plate, non. Vaudou, non. Je sais pas, astrologie non, et je suis pas en train de défendre ces systèmes ou quoi, mais c'est juste pour montrer qu'il y a un endroit où il y a un truc, voilà, c'est le simple fait d'en parler quand on se prétend quelqu'un de scientifique, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de rationnel, c'est déjà c'est très suspect, quoi. Du coup, sur la question de est-ce que on doit faire nos propres recherches et se baser sur un raisonnement pur pour juger de la pertinence d'un propos, ou est-ce qu'on doit faire référence à des experts? Il y a aussi un autre niveau de complexité encore, c'est que ça va vachement dépendre en réalité de notre propre niveau de compétence et du temps qu'on est prêt à accorder à un domaine donné. Et ça c'est lié en réalité à ce qu'on appelle le système 1 et le système 2 de la pensée. Donc voilà, système 1, système 2. C'est un concept en psychologie, en neuropsychologie, qui consiste simplement à dire qu'en fait, il y aurait deux principaux systèmes de façon, disons, d'utiliser son cerveau et sa cognition. A priori, il y en aura même un troisième, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un sujet sur lequel je vais rentrer. Et voilà, il y a un système lent et un système rapide. Donc, le système rapide, c'est le système 1, le système lent, c'est le système 2. Le système rapide, c'est quelque chose de plus intuitif, de plus immédiat, où il y a beaucoup plus de préjugés, de schémas prépensés aussi. Donc c'est un système qui va être beaucoup moins rationnel, mais qui a l'avantage en fait de permettre d'agir beaucoup plus rapidement dans des situations qui nécessitent de prendre des décisions vite. Et le système 2, c'est un système où on va beaucoup plus comparer les éléments, prendre le temps de se poser, d'articuler la réflexion, mais c'est un système qui est beaucoup plus long.
Ben, en fait, sur la question de l'argument d'autorité, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si j'ai eu le temps de creuser un sujet pendant des années et tout, j'ai pas forcément besoin de me référer à différentes autorités. Mais par contre, si je ne suis pas expert d'un domaine, eh ben, j'ai tout intérêt à écouter la parole des experts, quel que soit ce qu'on met derrière le mot expert d'ailleurs. Après, si on se place uniquement dans le cadre d'un débat, on peut très bien se dire que le but c'est d'utiliser uniquement son système de... Mais ou pas en fait, parce que si on se contentait de parler uniquement de choses qu'on maîtrise vraiment bien sur le bout des doigts et tout, en réalité on parlerait pas de grand chose vraiment. Et en fait c'est limite, c'est quelque chose qui relève limite de la rhétorique, c'est-à-dire qu'à un moment il va y avoir l'idée dans un débat que mes arguments sont solides, ils se tiennent, et en fait je dois montrer justement à l'auditoire ou à la personne en face que voilà, que j'ai bien réfléchi le système 2, que je maîtrise parfaitement le sujet dont on parle, même si en réalité on est parfaitement ok avec son ignorance, avec les choses qu'on maîtrise pas et tout, on peut tout à fait utiliser son système 1 dans un débat, mais en conscience et en l'assumant, et sans essayer de se cacher derrière son petit doigt, et voilà. Et ça implique déjà d'être dans une démarche où on n'essaye pas de gagner le débat sur l'autre, mais d'être plutôt dans une forme de quelque chose qui relève déjà plus d'une conversation, où on essaye de s'apprendre des choses mutuellement, et de créer une sorte de modèle unifié, où en fait, plutôt que d'être dans l'affrontement, on est dans une forme de co-création de la connaissance. Et ça, malheureusement, je trouve que c'est quelque chose qu'on a tendance à voir très peu. Donc, pour résumer tout le propos que j'essaie de développer dans cette vidéo, alors ce qui se passe, c'est donc au début, on a la création du concept d'argument d'autorité, du sophisme de l'appel à l'autorité, pour justement essayer de dépasser, disons, une vision prémoderne qui consiste à dire que simplement une chose est vraie parce que cette chose est dite par une autorité considérée comme légitime, sans besoin de justification, sans besoin de justifier de ses compétences. Et donc, arrive l'argument d'autorité, on considère que justement c'est les arguments et leur caractère testable et vérifiable qui est plus important que l'émetteur des arguments. Sauf que assez rapidement, on en arrive à un problème, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas compétent et tout le monde n'a pas fait les années d'études et n'a pas n'a pas passé le temps nécessaire pour pouvoir tout connaître et tout vérifier. Et surtout aussi, ça j'en ai pas parlé pour l'instant, mais c'est important aussi, ce n'est pas parce qu'une chose est testable et vérifiable que ça veut dire que n'importe quel particulier a les moyens de le tester. C'est-à-dire qu'a priori, le boson de Higgs, son existence est quelque chose de très solide sur un plan scientifique. Par contre, tous les particuliers n'ont pas les moyens de faire tourner un accélérateur de particules dans leur jardin pour vérifier que le boson de Higgs est un concept qui a eu une pertinence réelle. Donc assez rapidement, on se trouve dans une situation où on est bien obligé en fait de se baser sur un certain nombre d'autorités pour construire une pensée rationnelle. Sauf que la différence, c'est que au lieu d'avoir l'autorité qui justifie la compétence et qui justifie le fait que ce qui est dit est vrai, c'est la compétence qui justifie l'autorité. Ça se fait dans cet ordre-là, c'est ce que j'avais déjà développé au début. Mais après, on se retrouve dans une autre situation, c'est que, en fait, ce n'est pas parce que une personne sait beaucoup de choses et a beaucoup publié, et est un scientifique reconnu, etc., que cette personne est infaillible. Non, ça reste un humain, et un humain peut faire des erreurs et est faillible. Donc, vu qu'un seul humain peut parfois se tromper, c'est à cet endroit-là que se développe la notion de consensus scientifique et l'idée qu'on va plutôt, pour estimer si quelque chose est solide ou non, se baser sur un ensemble de chercheurs, un ensemble de personnes compétentes dans un domaine, et si à un moment à peu près toutes ces personnes sont d'accord sur un même sujet, on estime qu'il y a consensus scientifique autour du sujet, et c'est donc que le niveau de preuve de cette affirmation est vraiment solide. Alors là, ce que j'ai montré, c'est qu'en fait, concrètement, la science, sachez que c'est quelque chose que beaucoup de rationalistes ont du mal à comprendre et à accepter, mais la science, ce n'est pas une démocratie, et ce n'est pas nécessairement parce qu'une idée est défendue par beaucoup de chercheurs que ça veut dire qu'elle est nécessairement plus solide. On a vu qu'il y avait tout un certain nombre de phénomènes de psychologie sociale et de biais systémiques qui peuvent s'appliquer à l'ensemble d'une communauté de chercheurs, et ça je pense que c'est quelque chose que je vais abondamment développer dans des vidéos à venir. Et donc en réalité, le groupe n'est pas forcément plus fiable que l'individu.
quand on se base plus sur ce que dit le groupe que ce que dit l'individu, on risque de créer une forme de conformisme où en fait toutes les pensées un peu trop innovantes et trop dissonantes risquent de passer à la trappe. Et le pire, c'est que ça va se faire via des processus de relecture par les pairs, etc., etc. Ce qu'il faut bien comprendre en réalité, c'est que toute pensée réellement révolutionnaire, toute pensée a commencé par être considérée comme valable par un nombre très réduit d'individus, et en réalité par un seul individu concrètement au début. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui me paraît assez difficile à... Ça me paraît assez difficile de dire que c'est pas le cas, parce que c'est juste une forme de logique de base, en fait. C'est-à-dire que avant, je sais pas que la théorie de l'évolution soit acceptée par l'essentiel du monde scientifique, il a fallu que il y ait un certain nombre de pionniers qui commencent à développer ça, alors qu'en fait, à peu près personne n'y croyait, et ça, c'est valable pour absolument tout. Et c'est ce que certains vont qualifier de syndrome de Galilée, c'est-à-dire des gens qui justement se présentent et disent je suis Galilée, moi j'ai compris un truc avant tout le monde, et on leur dit qu'ils sont victimes du syndrome de Galilée. La plupart des gens qui prétendent être Galilée ne sont pas Galilée, mais il y a des gens qui prétendent être Galilée qui sont réellement Galilée, c'est ça le truc, et même si c'est une infime minorité, en fait, cette minorité n'existait pas, et si à un moment il n'y avait pas des gens qui simplement avaient adhéré et développé ce que ces pionniers ont dit, en fait, il n'y aurait pas réellement de progrès scientifique, c'est ça qui est terrible. Et toute la question, c'est qu'en fait, comment est-ce que tu différencies un Galilée d'un Charlot? Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, et c'est quelque chose que j'ai jamais réellement vu développer, en fait, dans les milieux sceptiques et rationalistes. Comment est-ce qu'on fait pour détecter qui a eu raison avant tout le monde, quoi? Alors, oui, on pourra dire, après tout, la démarche rationnelle devrait pouvoir suffire à détecter ça, mais en même temps, si la démarche rationnelle suffisait, qu'est-ce qui fait que dès qu'une personne découvre un truc absolument renversant, ça met 50, 100, 200 ans à être accepté, et que ça se fait pas en 2 semaines? C'est peut-être parce que y a des résistances. Du coup, quand on a compris tout ça, vous voyez bien qu'il s'agit plus simplement d'identifier une structure argumentative fallacieuse dans un débat, et de pointer du doigt comme ça et de dire « ha ha ha, sophisme !» et de donner un point sophisme à son interlocuteur et de sortir comme ça, bien content de soi, parce que on a pu montrer que nous, on avait raison, nous, on était rationnels, raisonnés. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors... Je dis pas que c'est ce que tous les rationalistes et les esthéticiens font, mais malgré tout, je constate quand même que dans les débats sur Internet, beaucoup justement se sentent très malins en ayant une compréhension qui paraît relativement limitée d'ailleurs de ce que sont les sophismes et les biais cognitifs. Ils s'amusent comme ça, dans un débat, à lister tout ce qui, chez leur adversaire, correspond à des biais divers et variés, et je pense que c'est comme ça qu'on gagne une discussion. S'il faut gagner une discussion, déjà, ça c'est une autre question, mais il y a une forme d'ignorance qui n'a pas conscience de son ignorance à cet endroit-là, et je trouve ça assez frustrant, en fait, de voir des gens comme ça qui ont compris une petite chose et qui ont l'impression que ça y est, maintenant ils ont réponse à tout, et non, c'est très relatif en réalité de dire ce qui relève ou non de l'appel à l'autorité, et en général ça parle beaucoup plus de celui qui juge que de celui qui est jugé. Mais bon, quand on discute avec des gens qui n'en ont pas conscience, ça va rarement très loin. Mais je vais aller même plus loin, c'est-à-dire que la notion de source par exemple, alors oui, je comprends bien que c'est... Quand on demande quelles sont tes sources, c'est pour éviter que la personne ne parle que depuis sa subjectivité, depuis son expérience personnelle, qu'elle montre, disons, que une analyse plus analytique, justement, où il y a eu des recherches, il y a eu des gens qui ont montré que, oui, d'accord, mais la notion de source, finalement, quand on creuse un peu ce qui se cache derrière, qu'est-ce que c'est d'autre que une forme d'appel à l'autorité? C'est-à-dire qu'il y a les bonnes sources, il y a les mauvaises sources, il y a les sources valables, il y a les sources moins valables. Alors après, on va relativiser, on va dire
Oui, mais même une source de piètre qualité peut parfois donner de bonnes informations, mais au fond, qu'est-ce qui fait que un média va être plus ou moins valable que une source indépendante? C'est extrêmement subjectif et c'est extrêmement culturel, c'est lié à certains milieux. Il y a certains milieux qui vont considérer que certaines sources sont valables, d'autres non. Et en fait, finalement, ça relève essentiellement du préjugé quelque part. On est condamné en fait à tourner en rond dans ses propres modèles, dans ses propres cadres, et finalement, moi, les moments où j'ai le plus appris, c'est quand j'étais me renseigner dans des endroits que à la base je considérais comme totalement pétés, quoi. Et en fait, quand tu vas t'informer sur ce qui se dit dans des endroits qui sont très très différents de ce que tu considères comme valable et bien habituellement à tes yeux, si t'as l'esprit suffisamment ouvert, tu vois des choses vraiment différentes et des points de vue vraiment différents que t'as pas du tout l'habitude de voir. Et ça, pour le coup, c'est enrichissant. En fait, oui, la notion même de source, c'est un dérivé de l'appel à l'autorité, tout simplement. Mais ça, c'est un peu la tâche aveugle, on va dire, de la démarche zététicienne rationaliste. Mais, du coup, si toutes les sources se valent au fond, à quoi est-ce qu'on peut se fier? Peut-être que vous vous demandez. Bah, fondamentalement, on peut se fier à rien, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, c'est à vous d'assumer vos choix en conscience, et voilà. Fondamentalement, le propre de toute la pensée moderne rationaliste, c'est qu'elle se base sur une série d'axiomes, donc de principes de base non démontrés, qui se veulent en généralement assez limités en nombre et assez simples, et à partir de ces axiomes, toute une réflexion qui peut être très intéressante, très, très rigoureuse dans sa démarche. Tout un développement est fait, étape par étape, mais en fait, quand on essaie de creuser comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on sait qu'on sait, comment est-ce qu'on sait qu'on sait qu'on sait, à la fin, on tombe dans une forme de régression à l'infini que je développerai abondamment aussi dans d'autres vidéos. Et il y a le propre de ce mode de pensée, c'est que c'est pas forcément dogmatique dans son ensemble, mais il y a un point arbitraire à partir duquel ça devient dogmatique quand on remonte suffisamment dans comment est-ce qu'on sait qu'on sait qu'on sait. Qui peut varier en fonction des individus, mais il y a toujours une forme d'arrêt dogmatique à un endroit. Et c'est le moment justement où on arrête de se demander mais comment je sais que la source... quelle est la méthode qui me permet de déterminer quelles sont les sources plus valides ou non, et quelle est la méthode qui a permis de déterminer cette méthode et tout. Il y a un moment, en fait, on tranche, et c'est là où on dira, j'irai pas plus loin. Et bah, généralement, les gens qui vont plus loin, bah, c'est là où il va y avoir une forme de conflit, des projections qui vont se jouer sur, oui, mais en fait, si tu vas plus loin, c'est parce que tu es irrationnel. Voilà. Moi, j'explique ça, après, vous faites ce que vous voulez. Le religieux va se référer au livre de référence, donc par exemple pour les chrétiens la Bible. Le rationaliste va se référer à son corpus de référence avec un certain nombre de critères pour le choisir. C'est plus vaste, il peut y avoir une forme de contradiction, des polémiques internes à l'intérieur de ce corpus, mais globalement c'est juste une façon en fait d'étendre quelque chose qui, au fond, quand on gratte vraiment, relève à un certain endroit plus ou moins de la même chose au fond, c'est-à-dire le besoin de définir ce qui est solide et ce qui ne l'est pas, et s'accrocher à ce qui est solide, et ne pas trop aller voir ce qui ne l'est pas, parce que c'est dangereux. Alors après, un autre type de remarque qu'il peut y avoir une fois qu'on a exposé tout ça, c'est bon d'accord, tu critiques, mais toi concrètement, qu'est-ce que tu proposes? Et en général, c'est quelque chose qui est assez classique, c'est-à-dire qu'une personne comme ça s'oppose et expose un certain nombre de problèmes et arrive et moi, voilà, j'ai la solution, une solution que vous pouvez vous payer, je sais pas, en achetant des séminaires ou en achetant tel ou tel produit ou simplement en me faisant confiance, en me faisant les dons sur Tipeee ou j'en sais rien. Enfin, voilà, c'est. Il y en a qui diront même que ça peut être
peut être une pratique de gourou, justement, d'exposer un certain nombre de problèmes et d'arriver en sauveur qui apporte la solution. Moi, si ça peut vous rassurer sur ma démarche, des solutions, j'en ai tout simplement pas, en fait. J'ai aucune solution, en termes de méthode, en tout cas, je n'ai pas de meilleure méthode à apporter à ces problèmes de méthode. À la limite, si je devais apporter des méthodes, ce seraient des méthodes de déconstruction de la méthode, quoi. Mais je n'ai pas de meilleur système à proposer, en réalité. C'est-à-dire que c'est juste, vous comprenez que les systèmes sont relatifs, vous comprenez que certains sont pertinents dans certains cadres et que certains sont plus pertinents dans d'autres. Certains seront pertinents pour certaines personnes et moins pour d'autres. Et à ce moment-là, en fait, vous adaptez avec une certaine fluidité et vous faites votre sauce. Moi, quelque part, ce que je défends, c'est reconnaissez que vos propos sont légitimes pour eux-mêmes, assumez-les et surtout prenez conscience du fait que votre point de vue est situé, tout simplement. Ça demande une certaine forme de souplesse, une capacité à envisager différentes perspectives. Mais voilà, c'est là quelque part le besoin même de se raccrocher à une méthode, en fait, de casser un ancien système pour en proposer un meilleur derrière. Ça relève encore un certain paradigme moderne qui justement n'a plus vraiment de sens quand on passe dans un paradigme postmoderne. Parce que en fait, on déconstruit même l'idée de progrès à un endroit. Donc voilà, j'ai pas de solution à proposer, j'ai pas une méthode qui serait meilleure que toutes celles que je viens de présenter juste avant. J'ai rien à proposer. À la limite, forme de conscience peut-être, mais c'est tout. Et d'ailleurs, pour certaines personnes, se baser sur des dogmes religieux pour analyser le monde, c'est une forme de stratégie, c'est une façon d'être au monde qui permet tout à fait un certain nombre de choses, à commencer par assurer la survie, et qui est tout à fait valide et fonctionnel, jusque dans une certaine limite, mais plein de gens vivent très bien de cette façon-là, et ils ont fondamentalement pas beaucoup d'intérêt à intégrer une démarche rationnelle, concrètement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils le font pas. C'est pour ça que ça ne marche pas. Pour d'autres, c'est beaucoup plus important, mais tout le monde n'est pas pareil. Et c'est ça, justement, que j'aimerais essayer de faire goûter aux gens qui m'écouteraient. Du coup, c'est là, en fait, où fondamentalement, l'appel à l'autorité n'est pas un problème quand on en a une compréhension vraiment large. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pensez quelque chose, où vous pensez un problème, vous allez nécessairement vous baser sur un certain nombre de références, que ce soit des références scientifiques, littéraires, religieuses, que vous a dit quelqu'un de votre famille, un ami, des professeurs dans vos études, peu importe en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne construit pas sa pensée ex nihilo. Il y a des gens à qui vous avez dû faire confiance, des gens dans lesquels vous avez dû placer votre foi quelque part, et vous vous êtes basé sur ces sources-là pour construire votre raisonnement. Et en fait, il y a pas vraiment de moyen de dépasser ce truc-là. Après, il y a juste des guéguerres sur est-ce que telle ou telle référence est plus fonctionnelle qu'une autre, mais c'est tout. Concrètement, religieux, non religieux, dogmatique, non dogmatique, on se base tous sur des autorités qu'on considère comme légitimes. Alors après, peut-être que le rationaliste se basera sur un plus grand nombre d'autorités avec des points de vue plus variés que le religieux, mais c'est pas une différence de nature, c'est une différence de degré, tout simplement. Après, pour ceux qui comprennent vraiment ce que je raconte et qui d'ailleurs n'ont peut-être pas vraiment besoin de regarder mes vidéos, on peut même pousser un peu plus loin, c'est-à-dire qu'au fond, l'idée même qu'il faudrait nécessairement se baser sur une autorité extérieure pour se fonder un avis, à un endroit même ça, en réalité, dès qu'on choisit d'accorder sa confiance à quelque chose, en réalité, c'est nous, et nous seuls, qui accordons ou non notre confiance. Donc, quelque part, finalement, la seule autorité sur laquelle toute personne se base ultimement, même si elle n'en a pas forcément conscience, c'est elle-même. Sinon, vous pouvez tout simplement vous poser dans un bois, profiter du moment présent et constater que
peu importe où vous regardez, il n'y a pas de vrai ou de faux, de juste ou de non juste. Il y a juste ce qui est, et vous avez plus vraiment besoin de vous baser sur une autorité pour profiter de tout ça. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment encore une pensée dans cette approche-là? C'est une autre question. À ma gauche, vous pouvez observer une non-fusée. Ici, un non-parpaing, là une non-cheminée. Et une grande étendue de non-jus de citron. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intrigué, si elle t'a intéressé, ou même si elle t'a énervé et que t'as envie de m'expliquer pourquoi j'ai rien compris à rien, n'hésite pas à me laisser un message dans les commentaires, et puis tu peux me mettre un petit pouce bleu pour le référencement, et puis t'abonner à la chaîne, et ne pas rater les prochaines vidéos, voilà. Merci, et bonne continuation.